n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Bienvenue à tous sur Ni pute, ni chômeur. Toi. Allez, va bosser, feignant. Toi. Bonsoir à tous, bienvenue dans Ni pute ni chômeur. Pour cette 4e émission, nous allons vous parler musique. Monsieur Soral, comment allez-vous ce soir ? Bien. Vous avez écouté quelque chose avant d'arriver, une musique ? J'écoute de la musique pratiquement toute la journée en travaillant, mais je dois dire que pour pas être obligé de me lever et de réfléchir, je mets FIP la journée parce qu'il n'y a pas de pub et TSF Jazz la nuit parce qu'il n'y a pas de pub non plus. Alors, est-ce que déjà vous avez une chanson favorite ? Une chanson favorite, non, il y a une chanson que je trouve être la chanson la plus belle du monde qui est Avec le temps de Léo Ferré. Je pense que c'est le sommet de la chanson française. J'ai une certaine fascination pour les chansons tristes. Pourquoi ? Parce que je pense que l'émotion triste est plus forte que l'émotion gaie. La tristesse est quelque chose de plus profond et de plus fort que la gaieté. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. La joie, c'est éphémère, c'est léger, c'est comme le champagne. La tristesse, ça engage des choses beaucoup plus profondes et durables. Donc, quand on aime les émotions intenses, malheureusement, je pense que c'est triste à dire, mais la défaite, la souffrance est une émotion plus intense que la victoire. Alors, quel est votre premier souvenir de musique ? Est-ce que vous vous souvenez d'une première rencontre musicale ? Eh bien, il y avait de la musique chez mes parents. Il y avait un tourne-disque à l'époque. Dans quelles années ? C'est les débuts des années 60. Hein. Et j'étais fan à l'époque, je ne sais pas pourquoi, de la danse du sabre de Khatchatourian. Je demandais qu'on me mette tout le temps ce morceau. Et ça m'est revenu récemment, en l'entendant par hasard, que c'était mon morceau préféré quand j'avais 4-5 ans. La danse du sable de Khatchatourian. Ah oui, voilà, pour ceux qui connaissent, qui écoutent. Écoutez quoi d'autre chez vous ? Il y avait d'autres. Chez nous, on vos écoutait. parents écoutaient quoi ? On écoutait comme chez disons la moyenne bourgeoisie cultivée, de la musique classique, de la chanson française de qualité, c'est-à-dire Brassens, Brel, Guy Béard. C'est surtout Brassens, Guy Béard, je me rappelle, et pas du tout. C'était considéré comme une terrible faute de goût. Et même quelque chose d'obscène, pas du tout Claude François ou Sylvie Vartan. Je pense même que j'aurais eu des problèmes si je ramenais un truc comme ça à la maison. Et je me rappelle que ma petite sœur Agnès, qui avait très mauvais goût déjà à l'époque, se faisait engueuler parce que on découvrait qu'elle était un peu fan de ces yéyés là. Et vous avez pas du tout été fan des yéyés ? Non, pas du tout, non. Pourquoi ? Par exemple, il me semblait évident, par exemple, que Claude François chantait très mal. Il a une voix horrible. Aujourd'hui, je trouve ça kitsch, donc on peut tout recycler par le kitsch. J'aime bien même Alexandra, mais je trouve que Claude François a une voix horrible. Alors vous êtes passé au punk. Est-ce que c'était lié à des artistes, à des musiciens, le punk, cette mode punk ? Le punk, c'est un coup de pied au cul et un coup de fouet qui est tombé par hasard au moment où j'ai eu 18 ans et que je suis parti vivre ma vie tout seul. Donc ça a été très très important, mais au-delà même de la musique. Et moi, j'ai toujours beaucoup écouté de musique, et à l'époque, j'écoutais pour me motiver parce que je me lançais dans la vie, même dans la survie. J'écoutais les Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, qui est un disque qui est toujours excellent, hein, faut le réécouter. C'est comme ça qu'on vérifie qu'il y avait de la qualité, c'est avec le temps. Je n'écoutais pas du tout les Clash, que je trouvais gauchistes. Et c'est marrant, c'est que même si j'ai très, très politique dans ma vie, je suis pas du tout politique pour la musique. Je trouve que c'est un contresens. C'est pas parce qu'une chanson est engagée ou même qu'elle est intelligente politiquement qu'elle est de qualité. Les meilleures chansons sont des chansons d'amour bien bêtes. Hein.
Donc j'écoutais d'abord les Sex Pistols, ça a été une révolution, hein, ça a été quelque chose de très très fort, l'arrivée du punk et notamment des Sex Pistols. J'ai écouté tout de suite après Devo. C'est un groupe excellent, là, Devo. C'était un groupe américain, eux. Hein, on appelle ça la Cold Wave, je crois. Hein, c'est excellent. Avec la version de Satisfaction, etc. Vous écoutiez ça où, en fait? Comment on trouvait la musique s'il n'y avait pas Internet? Sur des chaînes stéréo, à l'époque c'était ça, c'était 33 tours en vinyle sur chaîne stéréo. J'ai écouté un peu aussi les Ramones, le premier, celui ils sont tous devant un mur de briques là, qui était très très bon aussi. Un tout petit peu aussi Siouxsie and the Banshees. Et puis je me rappelle aussi des groupes qui étaient regroupés dans un collectif qui s'appelait No New York. Et il y avait dedans James White and the Blacks, qui s'appelait James Chance, où il jouait, où c'était du punk avec du saxophone, c'était pas mal. Et c'est une période assez courte, hein, qui a duré de 77, 78. Alors qu'est-ce qui vous plaisait dans le punk? Qu'est-ce qu'il y avait, quelle était la sonorité? Qu'est-ce qui vous plaisait en fait? C'était violent, c'était un retour au rock un peu des origines. C'était très énergique. Faut voir qu'on était arrivé au bout du rock avec le rock symphonique. Il y avait Yes, Genesis, dont je veux pas dire trop de mal parce que mélodiquement c'est pas mauvais, mais c'était un peu pompier, trop d'instruments, le piège de la table de mixage avec de plus en plus de boutons et de pistes là. Et le jazz rock aussi, qui était une impasse terrible avec des virtuoses instrumentistes, mais qui étaient nuls musicalement quoi quelque part. Hein. Ça s'appelait la GRS, la guitare rythmique et sportive, avec le bassiste le plus rapide du monde, Stanley Clarke. Donc il y avait deux impasses. Par rapport à une période qui avait commencé en 63, qui était l'époque du pop-rock anglo-américain, et vers 74-75, on était en train de sombrer. Je parle pas de Jethro Tull, il y avait ou Gentle Giant, enfin on partait dans le n'importe quoi. Et le punk, ça a été un grand coup de balai, un grand coup de pied au cul pour revenir au rock original, c'est-à-dire viril, simple et un peu, comment dirais-je, saignant, quoi. Et c'est vrai qu'on a ressenti tout ça. Ça a foutu à la retraite instantanément des mecs comme Rick Wakeman ou Ian Anderson, etc. Hein. Ça a vraiment fonctionné. Et même à l'époque, Mick Jagger détestait comment ça s'appelle, Johnny Rotten, parce qu'ils se sentaient mis en danger, hein, parce qu'ils étaient devenus un peu des rentiers aussi, parce que depuis NJ, on commençait à dire que les Rolling Stones c'était plus tout à fait ça, etc. Il y avait tout, on n'aimait pas trop Bowie même, on trouvait que c'était un peu un chanteur pour minette, je me rappelle. Était le mai 68 du rock'n'roll. Hein, Alors le funk, parce que c'était un peu la même période, c'est pas passé par vous. Le funk, il y a une grosse différence, c'est musique de blanc, musique de noir. Hein. Le funk, c'est musique de noir, c'est américain. Et moi, j'étais quand même sur la musique de blanc européen, y compris en écoutant les Allemands. Il faut pas oublier les Allemands. J'étais un fan de Cannes, le groupe Cannes, qui est un excellent groupe, et de ce qu'on appelait le krautrock, avec notamment quelque chose qui a été très important, c'est Kraftwerk. Hein. Musique électronique, musique européenne, musique qui puisait sa source dans l'Europe centrale des années 30, hein, avec toutes les ambiguïtés que ça comporte. Alors, quelle est l'influence des États-Unis sur la musique en France? Parce que là, dans ce que vous venez de me dire, vous parlez au départ de la musique française, puis du yéyé, puis du punk. Alors, il y a eu une influence américaine indéniable. Déjà, l'influence américaine, c'est le yéyé. Le yéyé, c'est du ressucé par des Français qui chantent mal avec des textes débiles, de morceaux, de tubes de rock entre 56 et 59. Hein. Et on fait ça en 63. C'est d'ailleurs, ça veut bien dire que c'est la pure conséquence du plan Marshall. C'est-à-dire que la France devient une colonie américaine, et pour un Américain qui écoute Johnny Hallyday à l'époque, c'est un peu comme quand moi j'allais en Afrique à une époque et que je voyais que les Africains avaient des chaussures comme des Weston, mais elles étaient en plastique thermomoulé. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, on avait vraiment l'impression de ce que c'est que l'impérialisme et le mépris parce que c'était Bata, hein, qui faisait ça, donc le mépris de l'Européen pour l'Africain. Et je pense qu'on est devenu un peu, pour les Américains avec le yéyé, les colonisés et les méprisés de la musique anglo-saxonne, parce que je pense que pour un type qui a aimé Eddie Cochran, Elvis Presley, entendre Johnny Hallyday et les deux autres là, parce qu'il y avait la triplette. Oui, et Dick Rivers. Dick Rivers, c'est le troisième, c'est
celui avec le gros pif là, qui est pas nul, hein, qui fait des ballades un peu blues là, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ouais. Je veux dire, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, c'était un peu ridicule. En plus, ils chantaient pas très bien à l'époque. Ils se sont améliorés depuis. Hein. C'est très très mauvais. Hein. Mais alors justement, donc il y a eu cet impérialisme américain via le plan Marshall, et il y a eu aussi la commercialisation de la musique de masse, puisque tout d'un coup, on pouvait écouter de la musique qui venait du monde entier à l'aide de la radio, de la télé aussi. Et c'est l'influence de Philippe Aki avec Salut les copains. Est-ce que ça, c'était négatif ou positif pour la musique, qu'il y ait une grande commercialisation d'après vous? Qu'on écoute un peu tous. Moi, je connais des mecs qui me disent oui, il faut lutter contre l'impérialisme américain, alors il faut écouter que de la musique française ou rétro ou de la bourrée ou je sais pas quoi. C'est des conneries. Je veux dire, à un moment donné, quand t'es jeune et que tu es jeune et que tu peux pas faire semblant d'être autre chose et que tu écoutes la musique, ce qu'on appelle le pop rock anglo-américain, ça balaye tout. C'est une évidence que nous, on a une espèce d'époque héroïque de la chanson française à texte de qualité d'après-guerre avec la triplette magique, la Brel, même s'il est belge, Brassens, Ferré, et puis d'autres qu'il faut pas oublier, Nougaro, Jean Ferrat, c'est un peu, là, j'aime pas sa voix, trop, c'est un peu niais, quoi, mais bon, c'est pas mauvais. Il y a tous cette qualité, cette chanson française de qualité, et puis qui est quand même à un moment donné limitée parce que ce sont des textes avec une petite musique mise derrière. Et c'est quand même c'est insuffisant pour plaire à la jeunesse. Et à un moment donné, même d'ailleurs Léo Ferré, à un moment donné, veut jouer avec les Maudits Blues et il joue avec un groupe qui s'appelle Zoo parce qu'à un moment donné, c'est cette déferlante de musique instrumentale avec une batterie, la section rythmique et tout ça qui est anglaise et américaine, ça remet tout en cause. En musique, on va remonter le temps. Ceux qui étaient fans de la pop française d'avant-garde dans les années 70 se souviennent sans doute des Zoo, un groupe phare qui a notamment enregistré à l'époque avec Eddie Mitchell et Léo Ferré. 40 ans ont passé, il ne reste plus que 2 membres, mais ce soir à Guidel, ils font leur grand retour sur scène. Stéphane Izad et Philippe Boget, vous allez le voir, nous ont préparé une petite séquence nostalgie. Si vous tenez à un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, pour vous, Zoo, ça sonnait comme ça. 9 musiciens qui viennent du rhythm and blues, le groupe se forme en mai 68 quand la bourse brûle, connaît un rapide succès jusqu'en 71 où il enregistre un titre avec Eddie Mitchell et avec Léo Ferré sur l'album Amour, Anarchie, Ferré. En 72, l'aventure s'interrompt brutalement. Il jouait au club de Valbonne et dans la nuit, comme par hasard, entre guillemets, ils avaient fait le plein d'alcool dans la nuit et puis comme par hasard il y a eu un incendie, tous les instruments étaient à l'intérieur du club et ça s'est terminé comme ça. 40 ans après, certains ont disparu, d'autres sont introuvables, d'autres encore ont connu des carrières solo prestigieuses. Mais l'esprit de Zoo perdure, un style d'avant-garde entre jazz et pop-rock qui, à l'époque, avait quelques longueurs d'avance sur la pop française. Le drame, par contre, c'est qu'on a enregistré au mois d'avril 69 et que l'album, les bandes sont restées pendant 6 mois dans les tiroirs et qu'au moment où ils ont sorti le disque, entre-temps, il y avait eu Blood, Sweat and Tears et puis il y avait eu Chicago, ce qui fait qu'on a eu l'impression qu'on était un peu un remake des groupes américains qui étaient à la mode, alors qu'en fait, on était bien en avance. Et d'ailleurs, il y a très peu de types qui arrivent à survivre à ça. Il y a Gainsbourg qui arrive à faire la synthèse entre les deux, qui part de Boris Vian avec des chansons à texte un peu décalées, et puis qui arrive avec Melody Nelson à intégrer la pop anglaise sans perdre les textes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il passe à la postérité, hein, parce que il y a aussi un peu Dutronc, il y a Nino Ferrer qu'il faut pas oublier, mais il y en a pas 36. Hein. Et puis sinon, je vous dis, c'est Claude François, quoi. C'est Est-ce que vous voyez quand même aujourd'hui des bons chanteurs français? C'est difficile parce qu'on nous fait bouffer que de la merde. C'est-à-dire que si moi j'allume ma télé et que je regarde les chanteurs invités chez Drucker le dimanche, c'est que des mauvais, quoi. C'est que des nuls. Il y a sans doute des bons. Mais je pense que les bons sont totalement coupés du milieu, du métier de la musique. Un mec comme Pascal Nègre n'a pas d'oreille, hein. C'est un sourd. Donc le vrai problème aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une époque où la musique était un peu un artisanat et un artisanat d'art, y compris au niveau de la production, les cabarets, la manière de faire les disques, où
où certains producteurs, certains agents d'artistes, etc., avaient une oreille et découvraient des types. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à découvrir Brassens, Brel, Ferré. Hein. Ils resteraient dans les impasses où ils étaient, ou sans doute ils renonceraient. Hein. Donc il y a sans doute des bons, mais on n'y a pas accès. Il y en a un qui est bon, maintenant il est en fin de carrière, mais Arnaud, par exemple, le Belge, Arnaud, c'est presque un miracle qu'il ait réussi à percer. C'est un bon. Il fait bien la synthèse lui aussi entre le rock'n'roll et la chanson. Il y a du Brel et il y a du rock'n'roll dedans. Ça a été très bon, hein, mais je ne sais pas comment il a réussi à percer dans les années 80. Hein. Peut-être parce qu'il était belge, hein, justement. Que pensez-vous du métier de chanteur? Est-ce que pour vous c'est un métier déjà, être chanteur? J'en sais rien, je suis pas chanteur moi-même. Moi, je fais le distinguo entre un type qui est uniquement interprète et un type qui est auteur, compositeur, interprète. Ça n'a rien à voir. Johnny Hallyday, bon, j'ai un certain respect pour sa longévité, puis aussi parce qu'il a quand même un ton, enfin une voix. Et j'aime bien écouter Que je t'aime, Sarah, Gabriel. Tennessee. Non, j'aime la période d'avant, moi. C'est Ma gueule, quoi. Ma gueule, ouais, ça jusque là, ça va. Je reconnais que je comprends pourquoi ça plaît à une certaine catégorie de gens. Vous trouvez qu'il a bien vieilli, il a bien évolué? Je ne vais même pas en parler parce qu'il a tout refait et tout ça, mais il avait quand même, au début il chantait très mal et puis après petit à petit il avait c'est un interprète, c'est prenant sa façon de chanter et il chante bien le rock, quoi, il y a pas de doute, mais il a écrit une seule chanson dans sa vie, hein. Le blues, là. Alors que, par exemple, si je prends Paul Naref, qui aujourd'hui, à mon avis, a eu le cerveau un peu ravagé par des substances qu'il a dû prendre aux États-Unis pendant des années, si on se rappelle de sa période, je sais pas, 66, 72, 73, c'est un grand mélodiste. C'est lui qui écrit, je crois même il écrit aussi les paroles. Hein. Il a quand même sorti une vingtaine de chansons dans le genre pop rock, chansons françaises pop. C'est très très respectable. Hein, même. Oui, mais Pascal Obispo aussi, il est auteur, compositeur, interprète. non, ça c'est comme comparer Oasis et les Beatles ou Blur et les Rolling Stones. Je sais pas quoi. Non, c'est pas bon. Alors, on va parler un peu de différents chanteurs et vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il y a une chanson qui vous vient à l'esprit, s'il y a une parole d'eux qui vous vient à l'esprit. Le premier, c'est Jacques Brel. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Jacques Brel? Jacques Brel, j'ai un très grand respect pour le bonhomme, pour sa vie, pour son œuvre. Alors, pourquoi? Parce que il y a une prise de risque maximum dans sa façon de chanter, parce que mélodiquement c'est beau, et parce que l'écriture c'est du génie. Hein, Vous m'aviez dit que sa chanson Ne me quitte pas, elle est horrible. Moi j'aime pas parce que je trouve que c'est un type qui fait le clébard parce qu'il se fait quitter. J'aime pas. Mais Amsterdam, même Bowie a été fasciné par Amsterdam. C'est-à-dire que c'est un Belge, mais bon, c'est la francophonie. Une chanson comme Amsterdam chantée en public par Brel force le respect de n'importe quel bluesman noir américain, de Dr. John, de David Bowie. Enfin, je veux dire, c'est planétaire, quoi. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent. C'est quelqu'un qui était courageux, vous trouvez, politiquement aussi, ou il était, dans ses prises de parole médiatiques? Je trouvais assez honnête. C'était l'époque, on pense à Brassens, à Ferré, c'est des types qui se posent la question de la vérité, pas uniquement de la question du look, du marketing, de faire les malins. On est complètement sorti de cette époque-là. Et c'est une époque dont j'ai la nostalgie, et je pense que je suis un peu un fruit de cette époque-là, et que j'ai gardé cette façon quand je m'exprime, de chercher non pas à faire plaisir, à me positionner par rapport à un segment de marché, mais je cherche à toucher quelque chose de juste, hein, que ce soit provoquant ou pas. Et c'est vrai que quand on écoute, il faut le faire, les interviews de Jacques Brel, c'est toujours intéressant, c'est assez courageux, ça c'est très politiquement incorrect d'ailleurs aujourd'hui, Brassens dans son genre aussi.
ça, on a complètement changé d'époque. Aujourd'hui, on voit un chanteur parle, c'est uniquement un travail d'attaché de presse. Un travail d'auto-attaché de presse, quoi. Stromae, est-ce que c'est juste qu'on l'appelle le nouveau Jacques Brel? Je veux même pas. C'est une plaisanterie, quoi. C'est zéro. C'est un très joli petit bonhomme. Je pense qu'il doit beaucoup plaire aux producteurs PD qui sont foisons dans le métier. Et je pense que c'est peut-être le secret de sa réussite. Il est très mignon. Mais c'est nul. Enfin, c'est rien. Je vais même pas dire c'est nul, ça serait méchant. C'est rien. Il a écrit 2 chansons, Papa Outé. Formidable. Les enfants de 0 à 3 ans connaissent par cœur. Oui, d'accord, mais les enfants de 0 à 3 ans, les enfants ont mauvais goût, faut pas oublier. C'est pour ça qu'on est obligé de les éduquer. Si vous demandez à une petite fille qu'elle choisisse un truc dans le magasin, elle va prendre un truc rose, avec du doré, le truc le plus moche. Si vous proposez à un gosse un beau jouet en bois, il chiale, il veut un truc en plastique fluo dégueulasse. Donc il faut pas oublier que la culture est un produit de l'éducation, et ça demande... Que pensez-vous du métier de chanteur? Est-ce que pour vous c'est un métier déjà, être chanteur? J'en sais rien, je suis pas chanteur moi-même. Moi, je fais le distinguo entre un type qui est uniquement interprète. La culture est un produit de l'éducation, et ça demande l'oreille, l'œil demande à s'éduquer, à s'affiner. Alors justement, pour rebondir là-dessus, il y avait eu un débat à la télé qui marche très bien sur YouTube aujourd'hui. C'était Guy Béard face à Serge Gainsbourg, et Serge Gainsbourg lui disait que la musique populaire, musique pop, c'est un art mineur, et Guy Béard lui rétorquait non, c'est un art majeur, nous composons des vraies chansons, et lui disait non, pas du tout. Pour le surréalisme, qui vous avez influencé? C'est rien de mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. gars. Mais si, mon petit gars. Mais qui s'y a, le connard, là? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson? Ça rencontre oui, c'est des gens. mineur. C'est mineur. Mais non, il n'y a parce que rien ça doit de mineur. être... Parce que si parce tu que rates la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation mais tu as besoin pour la chanson. Du tout. Alors, je me souviens très bien parce que donc la musique, c'est un art mineur ou majeur? Alors, on va dire plusieurs choses. On va dire déjà que Gainsbourg a commencé comme peintre, et il a arrêté et échoué comme peintre. Et en fait, dans sa conscience, il estime qu'il est venu à la chanson pour des raisons un peu mondaines et pour des raisons parce qu'il était attiré par les femmes et qu'il n'était pas beau, et que dans son esprit, cette démarche d'aller vers la chanson et la chansonnette, alors qu'au départ il voulait être artiste peintre, dans son esprit, c'est une déchéance. Serge Gainsbourg, il y a une tradition dans cette émission que ce soit l'auteur qui nous dise quel est le sujet de son livre. Il s'appelle Evgueni Sokolov. Alors qui est ce Evgueni Sokolov? A priori, c'est moi. Parler du peintre, Francis Bacon. C'est-à-dire c'est un truqueur, comme je suis un truqueur. Donc c'est plutôt un commentaire qu'il fait par rapport à lui-même. Il y a autre chose, c'est que Gainsbourg était un pianiste de bar et qui compose sur cet instrument polyphonique, qui est l'instrument le plus complexe, qu'est le piano. Et il critiquait un peu Béard, parce que Béard composait à la guitare, qui est un instrument polyphonique, mais un peu plus pauvre. Donc il disait, voilà, il y a 2 catégories de compositeurs, ceux qui composent au piano, ceux qui composent à la guitare. Ceux qui composent à la guitare, c'est forcément plus pauvre, parce que l'instrument est plus pauvre. Et puis il y avait autre chose qu'il faut savoir, c'est que, parce que j'ai un peu fréquenté tous ces gens-là, marginalement, en fait, Gainsbourg était fasciné par Jacques Dutronc. Parce qu'en fait, Gainsbourg, c'est un peu un type qui est un peu fasciné par tout le monde, un peu comme et puis qui sait bien piquer là où il faut. Il y a un rapport avec comment il s'appelle l'américain qu'on appelait Dieu à l'époque là. Kanye West? Non.
Non, Nas. Celui qui a inventé la chanson à texte dans les années 60, Bob Dylan, Ah qui oui, est un peu un piqueur. Il y a un rappeur. Qui est un super piqueur, Bob Dylan, pareil, mais qui arrive au génie en piquant un peu à tout le monde. Oui, Gainsbourg est un type qui a toujours été fasciné par d'autres types. Je pense qu'il s'aimait pas profondément, hein. Et il était fasciné par Jacques Dutronc. Je sais aussi ça parce que j'ai été copain avec le fils Dutronc, là, Thomas, qui me racontait tout ça. J'aime les roses, j'aime les roses, j'aime les roses fanées, les vieilles peaux, les vieilles peaux, j'aime les vieilles peaux, Et en fait, le truc de Dutronc, c'était de se bourrer la gueule et de se faire accompagner après chez lui par les flics, tu sais, des trucs comme ça. Et Gainsbourg fréquentait Dutronc et il a voulu l'imiter. Mais la différence, c'est que Dutronc tenait l'alcool. C'est un alcoolique qui tient l'alcool, alors que Gainsbourg tient pas l'alcool. Dès qu'il est bourré, il déconne. Et en plus, comme souvent les mecs qui tiennent pas l'alcool, il a l'alcool mauvais. Or, à la télé, ce qui est un peu dégueulasse, on savait ça, et on savait que pour que Gainsbourg soit un bon client, parce que je pense qu'Agen, c'était un type assez réservé, assez bien élevé, et même assez clean, hein, il faut le savoir, c'est pas du tout c'est un mec assez précieux, en réalité. Gainsbourg, c'est le mélange de trois cultures, hein. C'est juif, russe et français. Il faut bien, il y a ces trois dimensions chez lui. Quand on s'intéresse, on voit que c'est un personnage à triple culture, hein. Et ça veut dire quoi? C'est compliqué mais comprendre ça, qu'il est à la fois juif, à la fois russe et à la fois français. Il exprime ces trois génies-là combinés, hein, voilà. Après, c'est trop long. Donc il y a un génie juif, alors? Oui, bien sûr qu'il y a un génie juif. Il y a un génie, il y a même un génie nazi. Je veux dire, comprendre ce que ça veut dire, le mot génie. Voilà. Et donc, les gens des médias savaient que pour que Gainsbourg soit un bon client, parce qu'à l'époque, le politiquement correct ne régnait pas comme aujourd'hui, il fallait le faire boire. Donc, quand il arrivait à une émission qui allait être enregistrée, il arrive en avance, on le mettait dans sa loge, et là, on lui servait de l'alcool et on le resservait. Et quand il arrivait au moment du tournage, c'est ce qui arrivait avec Whitney Houston, hein, quand il a dit I want to fuck you, ou je sais pas quoi, il était bourré. He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Oui. You are not Reagan, I'm not Gorbachev, so don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Il tenait pas l'alcool. Et c'est comme ça qu'il insulte Guy Béard, mais qu'il insulte aussi Rita Mitsuko, la chanteuse Catherine Ringer. À un moment, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ah. Eh ben alors, vous êtes dégueulasse. Bah oui, moi, je vous trouve dégueulasse. Ça, c'est l'aventure moderne. Et là, non, l'aventure moderne n'est pas dégueulasse. Et nous avons des éthiques. Mais vous avez l'air d'un vrai dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi, quand j'étais petite, tout le monde disait ça de vous, vous étiez un vrai dégueulasse, que vous n'étiez même pas rasé, que ça se trouve, vous vous sentiez mauvais et tout ça. Alors arrêtez de me faire la morale alors que vous êtes le dégueulasse type. On ne comprend même pas ce que vous dites quand vous parlez. L'ingénieur du son, il râle parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre 2 baffes dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Il insulte en fait tout le monde, et donc il faut pas tenir trop compte de sa joute avec Guy Béard. Il se met à insulter Guy Béard, il n'y a pas vraiment de raison, c'est parce qu'en fait il est bourré, et il a l'alcool mauvais, comme les gens qui tiennent pas l'alcool. Alors après, dire que la chanson est un art mineur, parce que et la phrase, si vous la rappelez jusqu'au bout, c'est un art mineur parce que c'est un art sans initiation. C'est faux. Je veux dire, c'est évidemment faux. Mais pour lui, peut-être que lui, dans son esprit, c'était un art mineur parce qu'il rêvait d'être peintre. Et que quand on n'a pas réalisé ses rêves de jeunesse et qu'on a fait autre chose que ce à quoi on aspirait quand on avait 20 ans, je pense que quand il avait 20 ans, il devait rêver à Soutine, il devait rêver à l'école de Paris, il devait rêver à ces artistes peintres du début du siècle. Et quand il s'est retrouvé dans la chansonnette, à faire des chansons comme Poupée de cire, Poupée de son pour France Gall, il s'est sans doute dit que c'était une déchéance. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Voilà, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais en réalité,
Je pense qu'il ment un peu parce qu'il a quand même composé des chefs-d'œuvre, hein, comme le Poinçonneur des Lilas, La Javanaise, etc., qui sont d'ailleurs la paternité, enfin la filiation, c'est Boris Vian. Hein. À mon avis, c'est un type qui au départ se cultive en chanson française chez Boris Vian, et puis après il évolue. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Et puis il encaisse le choc de la pop anglaise, et là il fait Melody Nelson avec il y a Vanier qui joue un rôle important, et après peut-être qu'il tombe un peu plus dans la facilité, mais bon, il a une carrière longue et il a quand même pondu un certain nombre de chefs-d'œuvre. Et puis surtout, L'homme à la tête de chou ou Melody Nelson, ça peut être écouté par des anglo-saxons et ils peuvent trouver ça respectable. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. Ce qui n'est pas le cas. C'est le cas d'ailleurs. Ouais. Oui, alors que s'ils écoutent Dick Rivers, Johnny Hallyday, ça les fait rigoler, quoi. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire, une chanson qui vous vient à l'esprit quand je vous dis le mot Charles Aznavour, le nom Charles Aznavour, qui a 92 ans, qui est encore vivant? Ouais, qui est un grand professionnel de la chanson et que j'aime bien, mais que je trouve un peu. On sent chez lui le travail. Il n'y a pas comme il n'y a pas de, comment dirais-je, de coup d'éclat ou de moments magiques comme chez Brel. Même la bohème. Non, mais c'est-à-dire que c'est très écrit, c'est très travaillé, mais c'est un très beau. Pour moi, c'est un grand artisan de la chanson française, mais il n'y a pas le génie qu'on peut retrouver chez Brel ou chez Brassens ou chez Ferré. Des fois, d'ailleurs, chez Ferré, c'est un peu casse-gueule. Hein, des fois, c'est limite trop lyrique, texte un peu abscon, poésie un peu contemporaine, mais je mets un peu Aznavour un tout petit peu en dessous de Brel, Ferré et Brassens. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, parce que il y a la Mama, c'est très beau, la Bohème, c'est très beau. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots. Sa chanson sur l'homosexuel là, oui, j'habite aussi. Voilà, c'est une très belle chanson. Quand je dis ça, je fais mon difficile. Hein. Il y a peu de types du calibre de. C'est bien au-dessus de Gilbert. Et à 92 ans, il chante encore sur scène. Ça, je m'en fous un peu. Ce qui compte, c'est son œuvre. Hein. Le reste, c'est plutôt un problème de médecine. Hein. C'est savoir son préparateur physique et puis sa base, ses gènes de base. Mais par exemple, c'est bien meilleur que Gilbert Bécaud, par exemple, auquel on ne pense plus aujourd'hui, qui est pas nul, hein, mais qui a été le chanteur de la modernité de la fin des années 50. Monsieur 100 000 volts. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Je sais pas, oui, comme le rock anglo-américain a tout balancé, parce qu'à l'époque, c'était considéré un peu Gilbert Bécaud en France, fin des années 50, début 60, un peu comme Jerry Lee Lewis, quoi. Hein. C'était le type qui cassait le piano, quoi. Alors que, je sais pas, vous voyez, le coup de vieux que l'épopée anglo-américaine de la pop rock lui a mis dans la gueule. Pensez à Gilbert Bécaud comme un type qui affolait les gonzesses fin 50, début 60, on a changé de planète. Hein. Bon, revenons à la musique pour adoucir les mœurs. Renaud, qu'est-ce qu'on peut en dire du chanteur Renaud là, et de son grand revival, soi-disant, selon les médias, et puis de son passé? Il y a des gens, il vaut mieux qu'ils meurent, parfois. Hein. C'est mieux. S'il avait disparu il y a quelques années... Est-ce que c'était vraiment un chanteur du peuple, comme il disait, parce que c'était un fils de bourgeois même sa voix est fausse. Je veux dire, il chante, c'est une voix affectée. Ça aussi, c'est ce que j'aimais pas chez Bob Dylan par rapport à des Neil Young et tout ça, c'est les gens qui ont une fausse voie. Ou Arthur Ashe, vous voyez, bon, c'est pas des nuls, hein, mais ils chantent pas avec leur voix.
Ils ont une fausse voix. Et là, comme ça, c'est pas quand Renaud parle, il a pas cette voix-là. Hein. Donc il fait le poulbeau, il fait le mec des rues parce qu'en fait c'est du concept, parce qu'en fait c'est un garçon de la bonne bourgeoisie, famille de profs. En plus, ce qui est marrant, c'est que le grand-père, je crois, travaillait à Radio Paris, c'est-à-dire que c'est pas famille qu'on peut estimer collabo, et lui, gauchiste, hein, typique gauchiste 70-80, hein, pas beaucoup finalement, pas très profond, et puis aujourd'hui se faisant pardonner d'avoir été pro-palestinien. Ouais. T'as dit un truc d'ailleurs sur les Koweïti au passage, je t'ai fait quand même traiter de sadamite, de vichysois, de collabo, d'antisémite. Ouais. On a dit que tu voulais rayer Israël de la carte. C'est pas on a dit, c'est Guy Bedos qui a laissé supposer, quand je disais libérer la Palestine, j'entendais par Palestine autre chose que les territoires occupés. Je me voyais déjà avec une bombe à ma porte, moi. Ce qui aurait pu être concevable en plus de la part des Juifs. Un mec qui veut rayer Israël de la carte. Il y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec lui, sur le fond même dans ce qu'il dit, mais j'ai trouvé ça à l'époque un peu excessif quand même. J'avais jamais déclaré, j'en aurais honte aujourd'hui si c'était le cas, que je voulais gommer Israël ou foutre Israël à la mer. Je voulais libérer la Palestine et j'entendais par là libérer les territoires occupés, bien sûr. J'entendais par Palestine, territoire occupé. Et Bedos avait un petit peu fait l'amalgame entre libérer la Palestine, libérer Israël, des Juifs. Et il prend vite la mouche, hein. On s'était fâché à mort grave, on s'est envoyé des fax virulents, teigneux. Il écrit très bien. Ouais. Et il est très très méchant aussi. Donc il est violent. Et je suis toujours, mon t-shirt l'indique, pour la libération de la Palestine. Mais moi aussi. Et toi aussi. Parce que comme il fait vraiment de la merde et qu'il faut quand même qu'il vende, je sais pas pourquoi d'ailleurs il a besoin de vendre, à mon avis il est suffisamment riche pour se retirer, je sais pas. Bon, vous croyez ? Il est quand même auteur, compositeur, interprète, je pense que ça a été un mec qui a très très bien vendu. Enfin j'ai pas regardé, peut-être qu'il a eu des problèmes, son divorce lui a coûté cher ou j'en sais rien, mais c'est triste effectivement qu'il soit obligé de faire la merde qu'il fait aujourd'hui, et c'est vraiment qu'en France on ait besoin de Renaud aujourd'hui pour vendre des disques. Comme d'ailleurs ils essayent de nous ressortir Paul Naref, qui est incapable de composer quoi que ce soit depuis plus de 25 ans, ça prouve vraiment que la chanson française va très très mal. Parce que bien un jour on va ressortir de leur tombe Brel, Brassens et Ferré aussi, parce que enfin on en est presque là, c'est presque ressusciter les morts. Mais Renaud, Mistral gagnant, c'est pas nul. Les Béton, c'est sympa, mais j'ai jamais pris pour un auteur, compositeur, interprète de premier plan. J'ai toujours trouvé que c'est un peu l'équivalent de Téléphone. Hein. On va dire Renaud est à la chanson française que Téléphone est au rock'n'roll, quoi. C'est la même époque d'ailleurs, et c'est pour les lycéens. C'est déjà une époque d'effondrement. Hein. C'est pour le lycéen post-68 art, qui est quand même un naze, quoi. Je veux dire, pas de look, pas d'intelligence, pas de talent. Cohn-Bendit. Ouais, un peu c'est ça, c'est un peu la génération Cohn-Bendit, tout ça. Donc Renaud, franchement, non, je vais pas mentir, j'étais assez copain avec son frère, là, Thierry Séchant. Ah oui. Ouais, je suis d'ailleurs toujours un peu copain avec lui. Et c'est pas terrible, hein, je suis désolé. Hein, c'est Lola, machin, on nous dit que c'est des belles chansons à texte. Art Mango, c'est mieux, hein. Je suis désolé, hein. C'est mieux mélodiquement et même au niveau des textes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire du rap français ? Mais alors, je parle pas de rap français d'aujourd'hui, mais du rap français d'il y a 25 ans, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on en entend en France, même un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement rap en France ? Je pense que c'est l'équivalent des yéyés. En fait, Joey Star, c'est Dick Rivers, quoi. Si on écrit, il y a pas énormément de textes qu'on écrit rapidement, donc comme il y a correction, qu'on se prend la tête pour que vraiment le truc tourne, il n'y a pas vraiment de truc de jeter, quoi. Il y a certains textes qu'on n'a pas pris pour l'album, parce qu'ils nous convenaient pas, parce que ça faisait un moment qu'on les a écrits, et puis qu'ils nous saoulaient un peu, puis qu'on s'éclatait pas dessus, aussi. Moi, je joue l'imbécile, mais c'est moi qui écris tout. C'est-à-dire que c'est artificiel, c'est un truc qui a été... on avait publié un bouquin là-dessus, là, sur... on disait bien que ça nous était importé un peu de force des États-Unis. Oui, bonjour Jacques Lang. Première question, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'un ministre de la Culture peut sérieusement, je dirais, s'intéresser à quelque chose comme le rap, et plus spécialement le rap français? J'ai envie de vous retourner la question. Comment est-il imaginable qu'un ministre de la Culture ne soit pas attentif à un mouvement aussi vivant? Le rap, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est à la fois une forme, un rythme, une rythmique, une respiration, une manière de faire bouger son corps, d'une manière avec des lois très précises, et en même temps
un appel constant à l'imagination. On joue avec les mots, on joue avec les rythmes, on joue avec les situations. Donc c'est passionnant sur un plan, disons, purement, je dirais, esthétique, artistique. Alors qu'au départ, ça prenait pas, ça a mis du temps à prendre. Ça a dès le départ été une caricature et une pâle copie mal faite de ce qui se faisait aux États-Unis. C'est franchement, il suffit de réécouter les NTM il y a Paris sous les bombes, etc. C'est nul, c'est zéro, c'est ridicule. Ça va un truc revendicatif au niveau du groupuscule hip-hop de l'époque, quoi, tu vois. La fièvre, pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Ou le côté toujours distrait par quelque chose, là je parle pour moi, ou le côté... Est-ce la vie ou moi qui a décidé ça quand je suis venu au commissariat, ou, tu vois, plein de choses comme ça, quoi. Je vous dis, c'est Joe Starr et l'autre, là, le fils de la concierge portugaise, là, c'est Dick Rivers et voilà, quoi, et compagnie. C'est du yéyé. C'est du yéyé, quoi. Mais par exemple, quelqu'un comme Akhenaton, qui est... Non plus, hein. Moi, j'ai aimé Akhenaton, pourquoi ? Pour le Mia, parce que c'était une chanson d'ailleurs qui n'était pas du rap, et c'était une jolie chanson marseillaise, qu'un excellent clip de mon ancien camarade Gondry. Michel Gondry, hein, voilà. Mais sinon, c'est très mauvais. Puis le mec, il raconte n'importe quoi. Enfin, ça sent la malhonnêteté en plus, hein, politique et intellectuelle de plus en plus. C'est franchement de la merde. De manière beaucoup plus vite. Oui, cette culture hip-hop, le hip-hop, il est né d'un pays capitaliste et d'une culture qui est essentiellement capitaliste. Le côté alternatif du rap existe dans la vision de la presse rock française et l'idéalisme français du hip-hop. Le hip-hop apparaît en 1972 et jusqu'à 1982 reste une musique d'entertainment et de divertissement. Mais le rêve et le divertissement, c'est très important dans nos sociétés. Toi, tu as des rêves, moi j'ai des rêves, c'est important de les réaliser. Les gens qui n'ont pas de rêve finissent à basculer dans des travers très dangereux et très aigris. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut s'orienter vers des combats justes et être ouvert envers les gens et faire du bien aux autres. Si on peut faire du bien à une personne, tant mieux. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des fois même dans le rap, y compris dans ce qu'on fait, des contradictions. Mais il faut passer par des étapes plus compliquées pour arriver à des choses. C'est pas en postant des vidéos sur Internet, sur YouTube, avec des gourous néo-nazis qu'on va changer les choses. De qui vous parlez-vous de tous les gens du hip-hop qui sont influencés par la société. Un néo-nazi pourtant. But we can go. Yeah. Pourquoi ? Il veut la réconciliation des communautés entre elles, justement. Parce que moi, je suis dans la réconciliation des communautés depuis que je suis et de par mes origines et de par mes choses. Il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des discours qui sont des discours de surface. D'accord. Tu penses que ça faut voir le fond. Il est quand même beaucoup suivi. Donc malheureusement. Mais écoutez, donc c'est peut-être qu'il y a des choses sensées. Comme le FN. Oui, tous les extrémistes sont suivis. Ce qui me dérange, c'est que notre culture soit récupérée par des gens qui ne sont pas issus de notre culture. Et ça, c'est une forme de récupération. Merci beaucoup. Je t'en prie. Autant je peux être impressionné par Eminem, hein, autant me dire quand même il y a quelque chose, quoi. Hein, quand c'est... Bien que j'aime pas le rap par principe, parce que c'est des textes pauvres qui saturent une musique qui donc ne peut pas exister parce qu'elle est étouffée par une saturation des textes. Donc pour moi, il y a un vrai problème. Hein, pourtant, il y a plein de gens qui, par exemple, un doc gynéco, il remplit là, en ce moment l'Olympia. Ouais, dans ma rue, 18e, c'est la merde. 18e. Filer le père, gâche sa scène, et toutes les cités réunies ici. Oui. Alors, vous êtes chaud quoi? Écoute ça, faites du bruit. Ouais, et tu le sais, ouais. Tiens, ma rue. Et bourré de vis à chacun, c'est délices à chacun, ça 8-6 dans ma rue. Les lascars se serrent la main, ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Avec son album qui est sorti il y a 20 ans. Ça, c'est la preuve d'un effondrement de la musique, un effondrement de la culture, un abrutissement maximal de la jeunesse. En fait, le rap, ça ressemble au lieu de vie des gens qui l'écoutent. C'est-à-dire des lieux de bannissement sans histoire,
sans beauté. C'est des bars HLM, un McDo, un centre pour jeunes, Léo Lagrange. C'est une musique de gens dont on a vidé, on a asséché complètement tout ce qui pouvait les nourrir poétiquement. C'est de la musique d'abrutis pour des abrutis. Faut quand même, voilà. Ouais, et malheureusement, quand pour comprendre ça, faut être intelligent. C'est-à-dire que quand j'explique à des jeunes que le rap c'est de la merde, ils disent que j'ai pas compris, etc. Ils peuvent pas comprendre que c'est de la merde. Parce que pour ça, il faudrait qu'ils s'élèvent pour comprendre à quel point Robert Wyatt, ça peut être génial, que les Rolling Stones, c'est tellement mieux que tout ça, que Jacques Brel, c'est 10 niveaux au-dessus. Mais le problème, c'est que c'est un problème de théorie des ensembles, hein. C'est ce qui est le problème des inclusions, hein. C'est-à-dire qu'il faut être très intelligent pour comprendre qu'on est bête, hein. Je veux dire, un abruti peut pas comprendre. Est-ce que, si on s'en suit votre idée, est-ce qu'on peut s'en sortir de cette musique française qui sombre alors? Un type qui commence par le rap parce qu'il a 15 ans, comme ma sœur écoutait Sylvie Vartan et tout ça, il grandit, il s'intéresse à d'autres choses. Moi, j'ai découvert à un moment donné, j'ai eu la révélation quand j'ai écouté Jimi Hendrix. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique en 74. Jimi Hendrix était déjà mort, mais donc j'ai découvert Jimi Hendrix, j'ai découvert Led Zeppelin, etc. Puis à un moment donné, j'ai voulu aller un peu plus loin. Je me suis intéressé au jazz. Et alors le jazz. Le bebop, donc ça. Et puis après, je me suis dit tiens, faut que j'aille à l'origine du jazz. Je suis allé vers le blues et là j'ai découvert Johnny Lee Hooker, tout ça. Après, je me suis dit tiens, la musique classique. Je me suis intéressé à la période critique de la musique classique avec les Russes comme Glier, Scriabine, Debussy, Ravel, Poulenc. Enfin voilà. Et j'ai avancé, c'est-à-dire qu'effectivement, à 15 ans, j'aurais pas pu comprendre. Sonny Rollins, hein. Mais j'ai continué à avancer, à ne pas me contenter de, c'est-à-dire que des choses qui peuvent vous flatter l'oreille à un certain âge, mais c'est bien fait, mais c'est assez pauvre. Tu vois. Cab Driver de Lenny Kravitz, à 12 ans et demi, on peut trouver que c'est une belle chanson. Et ne pas faire la différence entre ça et Harvest de Neil Young, vous voyez. Mais à 25 ans, c'est impardonnable. Ça veut dire qu'on est sourd, mais c'est pas ça. Le problème avec les oreilles, c'est qu'on est connecté au cerveau, hein. L'oreille toute seule, elle fonctionne pas. Et à un moment donné, bah oui, on est face à des abrutis qui ont des goûts d'abrutis, une culture d'abrutis, une vision du monde d'abrutis et qui écoutent une musique d'abrutis. Le rap, c'est une musique d'abrutis pour des abrutis. Et c'est catastrophique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais aussi en partie le travail que je fais, c'est pour essayer de sortir ces gens-là d'un abrutissement dont ils sont en plus les victimes, hein. C'est-à-dire que c'est un abrutissement qui se retourne toujours contre eux, quoi. Voilà. Et quand je vois un gars de banlieue, des fois ils sont plusieurs dans une bagnole avec du rap à fond la caisse, vitres fermées ouvertes, qui traverse le centre-ville de Paris en essayant de se faire remarquer, et je me dis, il se met ça dans le cerveau pendant des heures, c'est un décervelage, le mec, hein. C'est ça plus le chichon, le mec il a un QI à mon avis de 60 à la fin, quoi. Donc effectivement, pour faire un chômeur, un livreur de pizza ou un mec avec un filet sur la tête qui prépare des McDo, c'est la musique qu'il lui faut. Comme ça il souffrira pas trop. No, actually, let me get 2 Big Macs and 2 apple pies, a little bit of Sprite in the side of fries. Let me get a McDouble, let me get a McChicken, hot sauce, make sure that shit kickin'. I want a McRib before I McPiss. Let me get a hash brown if it is a lunch head. If it is, I'ma be mixed and upset. Let me get some nuggets too. Alors, il y a aussi une chanson qui est très connue par un chanteur qui est peut-être les moins aujourd'hui, c'est Daniel Guichard, Mon Vieux. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Oui, c'est une très belle chanson. Elle n'est pas de lui, hein. Je me demande si elle est pas. Au départ, je pense que c'est Jean Ferrat qui devait la chanter. C'est une très belle chanson, surtout quand pour les gens issus du peuple, ça sent vraiment le prolétariat français de l'immédiate après-guerre, hein. Avec un autre cadeau. Je sais que ça va. C'est une chanson qui bouleverse Alain, mais elle me bouleverse aussi. C'est la chanson préférée d'Alain Delon. Écoutez-la. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Ça parle plus à beaucoup de gens aujourd'hui. Si pour les jeunes de banlieue là qui croient qu'il y a qu'eux qui souffrent, il faudrait qu'ils sachent que c'était que le petit prolétariat blanc de l'après-guerre, pour voir un peu que ces gens-là vivaient bien plus durement qu'eux et que c'est un peu agaçant parfois qu'on associe systématiquement la misère à l'Afrique, au Sud, alors que
le prolo blanc français d'origine polonaise ou machin du Nord ou même le paysan de l'époque, c'est une vie infiniment plus dure que tout ce qui se passe en banlieue aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on écoute Mon vieux de Daniel Guichard, ça nous rappelle ce que c'est que le prolétariat blanc, à l'époque où ces types pensaient que Joseph Staline allait les venger des 200 familles, hein, Oncle Joe et les 200 familles. C'est important en écoutant cette chanson de se rappeler de ce qu'est le peuple du travail français. Et bon, cette chanson n'est pas de lui, c'est sans doute sa meilleure chanson, il a eu l'idée de la chanter, et il avait la gueule pour la chanter, il a vraiment une gueule de gosse du prolétariat français, quoi. Et petite anecdote, parce que je m'intéresse à tout ça aussi, Daniel Guichard a vu sa carrière brisée parce qu'il a accepté de chanter pour le Front National. Une fête BBR, je crois. Il a été, il y a une police de la musique. Hein. On ne lui a pas. Aujourd'hui, ça va, on peut lui pardonner parce qu'il n'existe pratiquement plus. Mais il a connu, il a été mis à l'index et il a connu comment dirais-je, une énorme omerta parce qu'il avait accepté quelque chose qui était interdit, qui était de chanter pour le Front National. Je vous dis ça, peut-être à la fin des années 70 ou un truc comme ça. Vérifiez. Voilà, il faut savoir ce que ça coûte pour un chanteur populaire français de ne pas dire non quand Jean-Marie Le Pen à l'époque lui dit est-ce que vous accepteriez de chanter à notre fête bleu blanc rouge, qui à l'époque se passait pas au Bourget comme aujourd'hui, hein, mais se passait sur l'esplanade de Vincennes ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc voilà un drame de Daniel Guichard, c'est qu'il a été puni, on lui a brisé un peu sa carrière. Il n'a pas eu droit aux compiles à l'époque où il y avait tout le revival des compiles, etc., milieu 80, parce qu'on lui reprochait d'avoir accepté de chanter. Ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe avec le chanteur des Eagle Eyed Metal, le groupe qui est passé au Bataclan, dont le leader du groupe a dit des choses qui ne plaisent pas aux musulmans, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est surtout que le chanteur de ce groupe qui s'est retrouvé pris dans l'affaire du Bataclan, interview après interview et après le recul, commence à balancer qu'il y a des tas de choses qui sont suspectes. And it pissed me the fuck off because I knew right then and there that it was going to be bad. I knew that these kids had no idea what was coming. None. They'd never heard a gunshot in real life, and it hit them so hard. I saw fear like a blanket fall on the whole crowd, and they fell like wheat in the wind. And they looked at me, and then all of a sudden, they only realized in the most primitive way, mortal danger. And fell to their feet, to their faces in terror. Dans cet attentat et qui semblerait qui nous amènerait à une opération, je dirais, de l'État profond. Et c'est ça, je crois, qu'il lui est reproché. C'est pas ses paroles contre les musulmans, parce que il est strictement dans l'idéologie américaine contemporaine qui subit. Les Américains sont des incultes et on leur présente les musulmans dans Hollywood et dans les médias comme des monstres. Donc là, il est strictement aligné sur tous les Tom Cruise, l'acteur de la Guerre des Étoiles, qui disent des saloperies incroyables sur les musulmans. On leur reproche pas. Lui, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir dit que les mecs de la Sécu n'étaient pas venus exprès ce jour-là. Il y en avait 600 moins. Oui, qu'ils n'étaient pas venus exprès, qu'il est persuadé aujourd'hui que les terroristes étaient déjà sur place. Et que il dit qu'il en avait vu dedans déjà. Oui. Ouais. Enfin, il est en train de balancer après interview que je pense qu'il l'a compris qu'il balance comme ça parce qu'il a du mal à se retenir, qu'en fait c'est une opération sous faux drapeau. Hein, voilà. Et c'est ça qui lui vaut tous ses ennuis, à mon avis. Hein. Pas le fait d'avoir parlé des musulmans, parce que aujourd'hui, Éric Zemmour, il n'y a pas spécialement d'ennui en crachant sur les musulmans. Et je pense aujourd'hui quand même il faut cracher sur les musulmans, enfin les islamistes évidemment, hein, les islamistes radicaux. Ça n'empêche pas Finkielkraut d'être académicien. Enfin voilà, donc non, je pense qu'il a ses emmerdes parce que comme il a été au Bataclan aux premières loges, avec le recul et interview après interview, il balance ce qu'il a sans doute compris, c'est que c'était louche. Hein, mais comme toutes ces histoires d'attentats islamistes en Europe sont toujours louches. Hein, en fait, c'est toujours aussi louche que l'attentat qui a inauguré toute cette série, qui est le 11 septembre des Twin Towers. Hein. On est dans le louche intégral. Hein. Alors pourquoi avoir choisi quand même un concert de rock ? Ah bah ça, c'est là où on digresse, c'est autre chose, j'en sais rien moi, mais non, par contre, pourquoi avoir choisi le Bataclan ? Je vais pas faire de la politique parce qu'on est censé faire de la musique, mais renseignez-vous sur à qui appartenait le Bataclan, qui recevait le Bataclan, si c'était vendu, pas vendu, etc. Israël est assez présent dans cette histoire. Voilà. David Guetta, maintenant on va continuer. Donc David Guetta
Et la musique électro, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, David Guetta, j'aurais pu prendre d'autres, hein, Bob Sinclair, même Laurent Garnier. Je confonds pas les deux. David Guetta, ça veut dire que il n'y a pas besoin d'être noir et de faire du rap pour faire de la merde. Hein. C'est à peu près l'équivalent. Hein. David Guetta, c'est le NTM symétrique, parce qu'en fait, il y a eu deux tendances à partir des années fin 80, début 90. Il y a eu la techno pour les blancs et le rap pour les noirs. C'est marrant parce qu'il y a toujours un distinguo musique de noir, musique de blanc, hein, quand même. Si vous allez à un concert de techno, il y a majoritairement des petits blancs. Si vous allez à un concert de rap, il y a quand même un noyau dur de jeunes des cités d'origine immigrée et principalement africains, quoi. Enfin, c'est une réalité. Comme aux États-Unis, le folk rock, c'est blanc. Le funk, c'est noir, même si parfois ça se croise, ça peut même parfois se mélanger, mais il y a quand même toujours ça, quand même, musique de blanc, musique de noir. La pop anglaise, c'est musique de blanc, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Hein. C'est 100% blanc, hein. Les Rolling Stones, les machins. Alors que si vous allez à la Motown, c'est 100% noir. On dit aussi que la musique blanc pille la musique noire. Les Rolling Stones, en fait, ils ont bâti leur tube sur des reprises des années 60 de chanteurs de soul. C'est vrai, d'ailleurs, ils ont toujours rendu hommage à ça, mais il faut pas oublier que les noirs qui inventent cette musique, pour pouvoir la faire, ils sont obligés de jouer sur des instruments de blanc. Au cas où ça vous échapperait, en Afrique noire, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de saxophone, il n'y a pas de banjo, il n'y a pas de guitare. Hein. Voilà. Donc c'est une musique dès l'origine métisse. Hein. C'est-à-dire que ce sont des noirs qui interprètent une musique de blanche. Ça vient du gospel, c'est-à-dire de la liturgie protestante que ces gens-là sont obligés d'ingurgiter parce qu'ils ont été déplacés de force. Ils l'interprètent à leur manière. Ils y mettent sans doute quelque chose qui vient d'Afrique, qui est le rythme, c'est-à-dire le tambour. Et puis le vocalement aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est une musique métisse. Vocales. Mais de dire que par exemple que le jazz est une musique noire, c'est stupide parce que si vous enlevez le piano, le saxophone, même la batterie c'est pas un tam-tam, hein, et ben il y a pas de jazz, donc c'est une musique métisse. Et Miles Davis, quand il s'entraîne à la trompette, qui est un instrument blanc à 100%, hein, il travaille sur les suites de Bach, hein. Il faut comprendre, c'est une musique métisse. Chercher à savoir si c'est noir ou blanc et qui a piqué l'autre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que déjà, cette musique noire se passe aux États-Unis d'Amérique, qui n'est pas un continent noir. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est un peu bête, ce truc, c'est noir, c'est blanc. L'intérêt de tout ça, c'est de dire que parfois, le métissage peut être un métissage par le haut. C'est-à-dire que c'est pas prendre le pire de l'un et de l'autre, mais c'est prendre le meilleur de l'un et de l'autre et voir que le meilleur de l'un plus de l'autre, ça donne quelque chose de différent qui est peut-être encore au-dessus. Parce que moi, j'adore Bach, mais c'est bon, à un moment donné, il s'est passé d'autres choses depuis. Mais quand j'écoute Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis, je me dis, bon, ben voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé de génial dans les années 50-60. Et puis quand j'écoute après Corner Shop, pareil, c'est-à-dire la période jazz fusion, je me dis, il y a une synthèse, il y a une recherche, il y a quelque chose d'incroyablement balèze. Hein, et je me dis, la musique continue à avancer, il y a beaucoup de déchets, comme toujours, beaucoup de redites, mais de temps en temps, il y a des petites choses en plus. Et je me demande pas si Miles Davis, c'est noir. Il y a des tas de choses qui se combinent là-dedans. Alors la musique, là on parlait de la musique électro, là, musique house. Qu'est-ce que vous en pensez des gens comme David Guetta et toute cette musique? C'est de la musique de DJ, non? C'est pas ça? Ça marche avec le sampler, la table de mixage. Ouais. C'est de la musique de type qui connaissent la musique des autres, et finalement c'est pas des musiciens. Pour moi, je me rappelle, j'étais pote avec J'avais parlé avec Pompouniac à l'époque où il faisait les sons pour Cost et tout ça, et c'était le début. Et en fait, c'était que du sample. Et je lui disais, mais tu crées pas de musique? Il me fait, si, parce que tu vois, ce truc que j'ai repris, je l'ai monté, j'ai tourné le bouton et je l'ai monté à 192 bits. Donc il pensait qu'il avait créé quelque chose parce qu'il avait accéléré un truc. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est... Alors aujourd'hui, effectivement, mais c'est comme quand les gens me faisaient écouter le tube de Massive Attack. Je dis, mais attends, c'est Billy Cobham, ça. C'est Spectrum de Billy Cobham. C'est strictement ça. Après, avec une voix par-dessus. On dit aussi que ça peut être un art aussi de savoir mixer, mélanger les ingrédients. Pour moi, c'est un art. Alors là, pour moi, c'est un art mineur, oui. Je veux dire, il y a un art en musique, c'est la mélodie, c'est composé. Après, il y a un artisanat, c'est arrangé, c'est les harmonies, mais ça s'apprend, c'est déjà plus du métier.
Et puis, mais le génie, c'est la mélodie. Hein. C'est la grâce. On peut pas tricher, quoi. En même temps, les Beatles ont fait leurs chansons avec 3 accords, la plupart, de guitare. C'est pas non plus. Il y a 25 chefs-d'œuvre mélodiques chez les Beatles. Je suis désolé, c'est pour ça que ça reste. Et même, non, c'est indiscutable. C'est d'une richesse. Alors évidemment, ils vont chercher dans la musique classique anglaise. Ils vont chercher à gauche, à droite, comme tout le monde. Mais les Beatles sont des grands et parmi les plus grands parce qu'ils ont composé au moins 20 mélodies de première qualité. Over me. Et c'est comme ça qu'on voit les grands. Les grands, c'est les génies, c'est ceux qu'on fait 20. Moi, je dirais pas des tubes, mais 20 chansons avec une mélodie très belle qui reste. Et puis, t'as des types qui ont fait one shot, ils ont fait une chanson. Inagada Davida de Iron Butterfly ou je sais pas quoi. Et puis t'as les types qui en ont fait 3, d'autres qui en ont fait 10, d'autres qui en ont fait 5. Il y a les Kings. Les Kings, par exemple, ils ont chauffé les gamelles, machin. Ils ont 5 tubes. Cream, ils en ont, pareil, 5. Puis les Beatles, ils en ont 20 ou 25. Voilà, à peu près autant que les Rolling Stones. Bon. Et je pense que c'est ça la vraie hiérarchie. C'est ce qui reste. Une fois que la mode est passée, une fois que l'engouement immédiat est passé, et les Beatles, je suis désolé, tu écoutes aujourd'hui, je sais pas lequel, là, Abbey Road, là, je crois. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Pratiquement toutes les chansons sont belles, mélodiquement c'est très beau, il y a des arrangements, il n'y a pas un son qui sonne ringard, ce qui n'est pas le cas si tu écoutes un vieux Moody Blues aujourd'hui, c'est complètement kitsch, tu vois, parce qu'il y a des sons, il y a des types qui savent choisir des sons qui ne se démodent pas, et d'autres, les sons 20 ans après. On dit que le son acoustique vieillit beaucoup mieux que le son électro, justement. Oui, oui, ça aussi, parce que c'est moins triché, les produits naturels se démodent moins que les produits de synthèse qui sont forcément beaucoup plus sujets à la mode, puisque c'est des produits de l'esprit du temps, etc. Je suis pas sûr que Daft Punk, dans 30 ans, soit aussi considéré qu'aujourd'hui. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Beatrice, hi. En même temps, on écoute encore Claude François en boîte de nuit aujourd'hui. Ouais, mais je pense qu'on l'écoute. Bon, d'abord, on écoute Alexandra, parce que c'est un type qui intègre le disco. Donc, il a fait 2 tubes juste avant de mourir, là. Hein. Je me rappelle plus quel est le deuxième. C'est Magnolia. Ouais, Magnolia, voilà. Alexandra, avec le mec qui compose pour lui, c'est Roda Gilles. Ouais. Quand même, j'ai la culture. Hein. Et c'est vrai que même nous, même à l'époque, les gens étaient surpris que de ce saut qualitatif de Claude François. Parce que oui, il était parti aux États-Unis, il a écouté les chanteurs. Il est mort juste après. Parce que pareil, Claude François, c'est un malin, c'est un type qui écoute, qui regarde. Alors bon, on peut dire qu'il a créé, c'est le créateur de My Way quand même. Hein. Bon, c'est pas l'auteur, mais c'est vrai que comme d'habitude, il a eu quand même. Mais moi, je lui trouve une voix horrible. C'est une espèce de voix de nez comme ça, et comme il dansait en même temps qu'il chante, ce qui est difficile. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Il a une espèce de technique de respiration, donc il pousse, il sort de l'air en permanence pour pouvoir chanter en dansant. C'est pour quelqu'un qui a de l'oreille, c'est horrible. Pour moi, c'est insupportable. Alors aujourd'hui, je trouve ça kitsch, je trouve ça marrant, mais ça m'était insoutenable. Le film sur sa vie était très bon. Je sais pas si vous l'avez vu. De toute façon, il a une. C'est pareil avec le recul qu'on parle de Napoléon, de Claude François, d'Adolf Hitler ou de je sais pas qui. On peut trouver des personnages. Hunter S. Thompson, c'est toujours passionnant, un type qui a une vie, parce que c'est un mec, à un moment donné, il a décidé de réussir, et c'est impressionnant, les forcenés de la réussite, qui n'ont pas grand chose pour eux. Il est petit, il vient d'Égypte, ouais. Il est moche, parce qu'il est pas beau, il faut qu'il se fasse refaire le nez, etc. Il chante mal, il a juste la volonté d'y arriver, et il y arrive incroyablement. Donc c'est impressionnant. Moi, j'ai passé l'âge de mépriser les gens qui ont réussi. Ça m'intéresse. Je me dis qu'est-ce qu'ils avaient en eux. Alors souvent il y a la maman,
Il y a une énorme énergie, un énorme complexe, enfin, il y a tout ça. Et donc, je ne crache pas. Je ne crache, je le dis une fois de plus, sur personne. Simplement, tu me demandes mes goûts. Je suis bien obligé d'affirmer des choses. Je trouve que je trouve qu'Iggy Pop est un très grand chanteur, à la fois dans tous les registres, le rock le plus extrême et même comme crooner. Il peut chanter des ballades. Il a une magnifique voix. Et je trouve Iggy Pop, là, ça a l'air de vous plaire, Iggy Pop. Pourquoi ? J'aime beaucoup, ouais, franchement. Parce que c'est un type qui a été d'abord qui a pas eu de plan de carrière. C'est vraiment il est vraiment rock'n'roll. Et il a été au top pour moi de 66 à 92, quoi, ou 80. Quand on voit l'époque des Stooges ou des Stooges, là, Wanna Be Your Dog ou je sais pas quoi, des trucs, c'est incroyablement, ça n'a pas pris une ride. C'est pré-punk en plus, on peut le dire. Hein. Et puis quand on écoute The Idiot, Night Clubbing, etc., produit d'ailleurs je crois par Bowie, qui avait beaucoup de talent pour reconnaître le talent des autres, parce que c'était un type intelligent. C'est excellent aussi. Et Iggy Pop est toujours vivant, c'est un des rares monuments de l'histoire du rock'n'roll, et c'est vraiment c'est de très très bonne qualité, et j'insiste, c'est un très grand chanteur. Il est capable de chanter aussi bien que Frank Sinatra, certaines chansons douces. Vous avez de l'oreille, vous verrez. Mais U2, alors c'est un vrai groupe de rock aussi ou pas ? Ouais, ça, tu essayes de me prendre là sur... il se trouve qu'en ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait il doit y avoir un contrat entre iPhone, Apple, je sais pas quoi, et YouTube. Je tombe sur du YouTube de force quand j'allume mon iPhone, et ça m'est insupportable parce que je trouve vraiment que c'est de la merde. Hein. Tout le temps, ça a tout le temps été de la merde, même au départ. Moi, je pense Sunday, Bloody Sunday, tout ça, non ? C'était pas bien ? Non, ça arrive trop tard. Enfin, non, franchement, c'est pas bien, quoi. Quand c'est pas trop mauvais, c'est que ça ressemble à autre chose. Mais c'est comme les gens qui pensent que Bruce Springsteen, c'est bien, quoi. Tout ça, c'est de l'imitation. C'est de l'imitation de trucs qui étaient bien, qui ont été faits avant, quoi. On dit aussi que la musique, c'est sans cesse une répétition, parce que chacun écoute des anciens. Il y a la répétition où le mec, il apporte quelque chose, et puis la répétition où c'est juste je pensais à Lenny Kravitz tout à l'heure, c'est des escroqueries, quoi. Hein. C'est des escroqueries, c'est un peu de Lennon, un peu de Rolling Stone, un peu de Jimi Hendrix, un peu de Cream, je sais pas. Enfin, le mec, on voit que c'est un professionnel c'est un peu le requin de studio qui sait exactement de quoi ils sont faits les autres trucs, et qui te fait un mélange, hein. C'est du déguisement, quoi. Tu vois, c'est comme un acteur, tu dirais, il joue bien parce qu'il imite Al Pacino, ou il joue bien parce qu'il imite De Niro. De Niro, c'est bien, mais un mec qui imite De Niro, c'est un comique, quoi. I'm a taxi driver De Niro. Yeah, I meet the fuck is De Niro. I'm watching you. I'm watching you. Who painted that mole on your face? Did you do that yourself? Yes, I did. Yes, I did, Fokker. Who are you? Oh, I'm Sam Jackson, from Jackie Brown. Houla! José Garcia. Oui, ça s'appelle un sketch. Donc pour moi, il y a des mecs, ce sont des musiciens à sketch. Ils singent, tu vois. Alors, on a perdu il y a à peu près un mois un des chanteurs majeurs des années 80. Il y avait à l'époque Michael Jackson dans les années 80 qui régnait sur les charts. Il y avait Madonna, il y avait George Michael et il y avait Prince. Alors Prince est mort, Michael Jackson aussi. George Michael, on sait plus ce qu'il devient, il est peut-être sous cocaïne. Et Madonna, elle fait des tournées en se prenant pour Lady Gaga. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces gens-là qui ont quand même bercé les années 80 ? Ouais, enfin la deuxième moitié des années 80 et le début des années 90. Bon, déjà Prince, je le mets à part, je le mets bien au-dessus des autres. C'est un grand musicien, c'est un grand instrumentiste. Il a pondu des trucs, des chefs-d'œuvre. Hein. Moi, Time, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Purple Rain, j'aime moins, mais bon, c'est bien aussi. Et c'est un très grand guitariste, hein, presque du niveau de Jimi Hendrix. Hein. Il y a des solos de guitare de lui, là, époustouflants, hein, parce que je me suis repenché un peu sur son cas après sa mort. Et bon, j'ai un grand respect, quoi, pour Prince. Michael Jackson, beaucoup moins. Je trouve que c'est déjà de la musique de supermarché, un peu. Ce que j'aime de Michael Jackson, c'est avant qu'il soit vraiment une star. C'est la période Quincy Jones. Off the Wall, c'est ça. Ouais, avant Thriller. Okay. Et puis alors, avec Bad, c'est vraiment mauvais, quoi. Hein. C'est ridicule. Prince avait refusé un duo, le duo Bad avec Michael Jackson. Il a bien fait. Alors après, bon, Michael Jackson, c'est pareil, c'est une épopée, c'est une histoire, c'est dramatique, c'est tragique, c'est tout ce qu'on veut.
Doctor, thank you very much. There is breaking news now on Fox News Channel. The Los Angeles Times and the Associated Press are now reporting Michael Jackson has died in Los Angeles this afternoon. Fox News cannot confirm this, but Associated Press has just reported a person with knowledge of the situation says Michael Jackson has died. Michael Jackson, of course, the former king of pop, one of the most famous men on all the planet, who's had extreme ups and downs throughout his life, who at the age of 10 in 1968 was a member of the Jackson 5 when they signed with Motown, whose career has stretched across these many years, whose Thriller album changed the music world probably forever. Mais j'ai jamais vraiment aimé. Je trouve que c'est de la musique de masse, quoi, de la musique de grande surface, quoi. Alors que Prince, il y a quand même encore la musique, il y a un truc d'artiste, quoi. Et quant à Madonna, c'est encore plus loin, quoi. C'est vraiment de l'industrie pure. C'est une femme d'affaires qui n'a pas beaucoup de talent au départ. Elle sait pas chanter. Elle est même pas belle. Moi, je l'ai connue danseuse à Paris. Hein, je l'ai connue. Elle était à l'espace Clichy. Elle s'entraînait là-bas. Je l'ai croisée physiquement. Faut le savoir. Et alors rien. Elle avait de la moustache, des grosses chevilles. C'est vraiment la fascination, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait à partir de rien, avec la pure volonté de réussir. Elle était ni belle, elle sait pas chanter, mais par contre, c'est une incroyable femme d'affaires et elle a réussi à choisir de bonnes chansons. Je reconnais qu'elle fait des tubes, Like a Virgin, je sais pas quoi, machin, etc. Mais c'est de l'industrie. Voilà, c'est de l'industrie, c'est pas de l'art, c'est pas de l'artisanat, et ça me touche pas, franchement. Et puis alors tout son côté provocation sexuelle, soutien-gorge Jean-Paul Gaultier, tout ça, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est tout ce que je fuis, hein, voilà. Et George Michael, là, dont on entend plus parler. C'est vrai que c'est pas si mal que ça, hein, George Michael. Hein. Il a fait des trucs assez proches de Prince, hein, c'est plus proche de Prince comme qualité que de Michael Jackson. Mais bon, on l'a un peu perdu de vue là, mais il a fait des beaux trucs, ouais, aussi dans l'époque, on va dire, post-night clubbing, là, des années fin 80, début 90, qui n'est pas une époque géniale là, pour faire de la musique, mais ils s'en sont pas mal sortis, quoi. Bon, bah écoutez, quelle chanson vous allez écouter là ce soir ? Est-ce qu'il y a une chanson par exemple, quand vous faites du sport, là, de la boxe? Il y a une chanson que j'aime beaucoup, parce que je la trouve marrante. C'est une chanson qui est comment il s'appelle, le Belge Arnaud, ouais, qui mélange une chanson de Jacques Dutronc et une chanson de Bowie. En fait, c'est Jay Genos mélangé avec le fils du Père Noël et la fille du Père Fouettard. Il combine deux chansons et c'est excellent. Et bon, c'est un truc qui est très vieux, hein. Alors il faudra peut-être on va l'en mettre. Chercher et la mettre. Et une autre question. Si vous étiez une chanson, ce serait laquelle? La chanson qui m'émeut le plus, je dis, c'est Avec le temps de Léo Ferré. Je pense que c'est un truc, quand je l'écoute, Mais pourquoi? C'est toute votre vie, parce que c'est la réalité, quoi. C'est la réalité tragique de la vie, de quand on vieillit, quand la sensibilité s'émousse, quand le fatalisme remplace l'enthousiasme. C'est la chanson la plus profonde, la plus triste et la plus réelle de l'histoire de la chanson. Et je défie quiconque de pas avoir c'est le blues, comme on dit, après l'avoir écouté. Il y a aussi des morceaux de texte de Jacques Brel que je trouve fulgurants, comme la chanson Les Vieux, où tu dis du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, puis du lit au lit, pour montrer quelqu'un qui son espace se rétrécit, sa capacité motrice se rétrécit, et aussi sa curiosité se rétrécit, puisque la fenêtre, c'est le dehors, etc. Et de ce point de vue-là, Brel est un génie, quoi. Il est capable de fulgurance poétique. Alors j'ai une dernière question à vous poser. La musique, on dit que ça adoucit les mœurs. Est-ce que ça peut aussi aider à la révolution, puisque finalement au siècle des Lumières, ce sont des artistes qui ont mené peut-être à la révolution. Est-ce que les musiciens, les musiciens pourraient nous y faire parvenir?
Ou est-ce qu'ils ont un pouvoir au niveau du peuple plus fort que la musique? Franchement, la musique, c'est pas fait pour ça. La musique, c'est fait pour l'âme, c'est fait pour la beauté. J'aime pas plus la musique politique que la musique militaire. D'ailleurs, c'est un peu le même contresens. Et même, je crois que Beethoven avait voulu dédier une de ses symphonies à Napoléon. Finalement, il a dévié au dernier moment. Il a bien fait, quelque part. Non, franchement. Moi, qui suis pris par la politique et passionné de politique, j'écoute de la musique pour me sortir de tout ça. Comme je dis, la musique, c'est le repos du concept. La musique, ça, c'est inexplicable. Bon, là, on s'amuse à en parler. Mais à la limite, on n'a pas à expliquer quelque part. Quand j'écoute certains morceaux de Radiohead, je pense à leur tube le plus connu, là, je m'en fous du titre. Ça vous prend. Ou certains trucs de Robert Wyatt, par exemple, dans Rock Bottom, ça, c'est magique. Et d'ailleurs, je me suis forcé à essayer de comprendre comment c'était fait, mais tardivement. Parce que quelque part, j'ai pas envie de savoir comment c'est fait. J'ai envie que la magie continue à fonctionner. C'est pour ça que j'aime bien dans la chanson anglaise ne pas comprendre les paroles, parce que quand je comprends les paroles, souvent je suis très déçu parce que c'est très bête et assez pauvre. Et j'aime bien considérer la voix et le texte comme un instrument. Et donc je fais l'effort de ne pas comprendre et de le savourer comme un instrument, comme un son. Ouais, vous chantez pas, vous? J'ai chanté puisque quand j'étais à Stan, puisque j'ai été élève à Stan plusieurs années, j'étais deuxième soliste soprane à la chorale de Stan. Vous voulez pas nous faire une petite démo là? Non, parce que j'ai mué depuis. Non, par contre, je chante juste. J'ai fait solfège et percussion rythmique et percussion classique au conservatoire. Et je chante juste et je connais un peu la musique. Je suis censé savoir lire et écrire la musique un peu encore. Vous jouez du piano peut-être? J'ai joué du piano, mais j'étais très mauvais, mais j'en ai fait plusieurs années. J'ai même un disque où c'est moi, vous savez, quand on passait les concours, les démos. On enregistrait un disque et les parents l'achetaient, comme ça t'as le morceau que t'as joué pour passer il y avait des divisions, je sais pas quoi, 7e division, 8e division, donc il y a un disque de moi où je joue au piano Les Amours de Ragone. Voilà, ça on le veut. Je serais incapable je serais incapable de le rejouer aujourd'hui, mais j'étais capable à jeune, c'est parce que j'ai commencé, on te met au piano à 5-6 ans, et je pense qu'à 8 ans, je jouais Les Amours de Ragone au piano, je serais incapable de le faire aujourd'hui. Si on serait bien de Non, le j'étais retrouver. nul, je le dis tout de suite, je suis très bon en percussion, tout ce qui est percussion, là, je suis vraiment bon. J'avais un don pour ça, là, avec les mains, les baguettes et tout ça, la caisse claire et tout ça. En piano, j'étais sous-doué. Je sais pas, voilà, c'est une catastrophe, quoi. Bon, écoutez, merci beaucoup Alain Soral et merci à vous qui nous écoutez. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des tweets avec le hashtag NipNick. Nous comptons sur vous et nous vous disons à très bientôt.